Bonjour à tous, merci de vous être connectés à notre webinaire sur la création de pistes d'affaires ou le lead generation. Je m'appelle Xavier Minec, je suis spécialiste de lead generation, je suis aussi consultant en automatisation marketing chez InCloud. Et je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui, très content que vous soyez là aussi nombreux pour nous écouter sur cette problématique qui est assez intéressante, qui est très spécifique aux entreprises qui sont dans l'industrie du B2B, B2B, donc c'est la vente inter-entreprise. Et je pense que vous allez le comprendre, c'est quelque chose qui est vraiment très important et qui a évolué dans le temps pour devenir vraiment une priorité pour toutes ces sociétés-là. Donc, je me suis présenté déjà. Je vais vous présenter aussi ma société, la compagnie pour laquelle je travaille. Donc, c'est InCloud, solution d'affaires. On est spécialiste Salesforce à Montréal. On est partenaire Salesforce Or et on implante alors évidemment des CRM et on implante des systèmes d'automatisation marketing qui, vous allez le voir tout au long de cette présentation, est vraiment un outil très utile pour générer plus facilement, à moindre effort, des leads qualifiés. Donc voilà, c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui. Encore une fois, très content de vous avoir avec nous pour cette présentation. Donc, on va défiler la présentation. Donc voilà, ça c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc je vais vous parler d'abord, comme je vous l'ai dit un petit peu en introduction, je vais vous parler de l'évolution du concept, l'évolution et aussi de la perception dont on a du marketing, la perception du marketing à l'intérieur même des entreprises. Ensuite, je vais vous parler de plan de route. Une fois qu'on a établi notre stratégie, une fois qu'on a établi quelle est l'audience à laquelle on veut parler, il faut aussi avoir un consensus au sein de son équipe, parler à ses supérieurs pour avoir des ressources, quel type de ressources on a besoin. Tout ça, on va en parler tout à l'heure. Et là, dans le 3 de ma présentation, c'est là où on va passer aujourd'hui le plus de temps. On va parler de stratégie et tactique de lead generation. En fait, j'ai appelé ça lead generation parce que je pense que c'est un buzzword. Il y a beaucoup de monde qui le connaît. Mais on va pas seulement parler de création de pistes d'affaires. On va aussi parler de comment on fait pour éduquer ses prospects. On va parler de lead nurturing. On va même parler de comment on fait pour créer des leads avec des clients existants. Et je terminerai tout ça avec pour vous donner en fait mes recommandations personnelles sur ce que ça prend pour avoir une équipe de création de leads qui soit performante. Ce que j'ai oublié de vous dire par contre dans mon introduction, c'est que cette présentation en fait a déjà été présentée au sommet marketing B2B des affaires qui a eu lieu au mois de novembre. On a eu vraiment un très bon retour de cet événement qui était d'ailleurs fort intéressant. Je vais mentionner d'autres participants plus tard dans la présentation. Et donc, je sais qu'il y avait deux présentations concomitantes. Donc, je les présenterai plus tard. Voilà. Donc, aujourd'hui, le lead generation. On va rentrer dans le vif du sujet. La création de pistes d'affaires. C'est devenu vraiment une priorité, comme je vous le disais, pour beaucoup d'entreprises. C'est aussi devenu une priorité parce que il y a eu un événement, enfin, je veux dire, une tendance à la digitalisation. Il y a maintenant beaucoup plus d'attentes de la part du marketing pour en fait maîtriser tous les sujets du digital, c'est-à-dire la publicité comme Google AdWords, les médias sociaux, et il y a aussi nos prospects ont aussi changé leur habitude. C'est-à-dire que nos prospects sont devenus, par exemple, ils recherchent beaucoup plus d'informations sur une entreprise avant même de parler à un des vendeurs. Par exemple, on considère qu'il y a presque la moitié des gens qui consomment entre 3 et 5 pièces de contenu avant même de parler à un vendeur à la société. Donc, tout ça a fait en sorte qu'on a dû ajuster nos tactiques et pour intégrer des tactiques digitales dans notre portfolio de pratiques marketing.
Ensuite, il y a aussi un fait, c'est que on est tous bombardés avec énormément de courriels. On reçoit énormément d'informations, de publicités, des médias sociaux, etc. Cependant, on devient hermétique par rapport à, on n'y fait pas toujours énormément attention. Et en fait, ce qui fait vraiment une différence en tant que marketeur, quand on veut lancer des campagnes de communication, c'est quand on fait des campagnes de communication qui sont personnalisées. Et là, on voit qu'il y a une énorme attente du point de vue des consommateurs, du point de vue des entreprises, pour avoir du contenu publicitaire qui soit personnalisé. Mais il y a encore trop peu d'entreprises qui pratiquent ces méthodes pour personnaliser leur message, pour segmenter leur message. Et ça, on va le voir, c'est une des choses à adopter pour avoir des résultats en création et en gestion de pistes d'affaires. Alors, comme je vous le disais, il y a une évolution dans les attentes qu'ont les entreprises envers le marketing. Premièrement, il faut qu'on travaille avec les ventes. Puis même, je vais même vous le dire plus loin dans la présentation, non seulement les ventes. Il va falloir qu'on fasse aussi, en tant que marketeur, il va falloir qu'on travaille aussi avec le service à la clientèle, les équipes de développement d'affaires. C'est vraiment important qu'on ait cette collaboration entre tous les différents départements d'une compagnie. Et on a vu, quand on était au sommet marketing B2B, on a vraiment mis le doigt sur le fait que l'alignement entre les ventes et le marketing, c'est ce qui fait en sorte qu'on a du succès ou pas en marketing. Ensuite, et ça c'est personnellement quelque chose dans lequel je crois beaucoup, il faut que le marketing soit le porte-parole des produits de la compagnie, mais aussi des attentes du client. Il faut très bien comprendre son client. Ça, je vais y revenir plus tard. Les compétences digitales, ça, je vous en ai parlé. Et il y a une chose aussi qui a changé récemment, c'est le fait que les entreprises maintenant attendent du marketing d'avoir un retour sur investissement. À l'époque de Mad Men, on n'attendait pas ça. On avait des gros budgets de marketing et on savait très bien que c'était très difficile de voir un retour sur investissement. Avec des techniques de lead generation, on peut avoir des tableaux de bord très, très granulaires. Et je vais vous en parler. Donc ensuite, qu'est-ce qu'un lead? Un lead, pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui a suscité d'intérêt mais on essaye en échange de son information, de lui donner un peu plus d'informations sur notre entreprise. Donc, c'est à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est intéressé par vos services, le plus petit intérêt qui soit, que vous avez commencé à récupérer de l'information sur cette personne. Donc voilà. Donc là, on a parlé des concepts et de l'évolution du regard que portent les entreprises sur le marketing. On va donc commencer avec le plan de route. Là, je vais aller assez vite aujourd'hui parce que pour le webinaire, là, je veux garder ça un petit peu plus court que j'avais pendant la présentation. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir ou alors à m'envoyer ça par courriel. Ça me fera plaisir d'y répondre par la suite. Donc, première chose à faire, c'est bien, comme je vous le disais tout à l'heure, bien comprendre son audience. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est faire des personas. Je pense qu'il y a certainement beaucoup d'entre vous qui connaissent cette technique, très utilisée dans le web. La raison pour laquelle on utilise les personas, c'est pour développer notre empathie en tant que marketeur pour nos prospects. Et ça fonctionne dans le web, mais ça fonctionne aussi quand vous faites des courriels pour rejoindre vos prospects, quand vous faites du contenu marketing, et ça, je vais en parler tout à l'heure. Donc là, ce que vous devez faire, c'est vraiment vous mettre à la place de vos prospects, savoir dans quel état d'esprit ils sont, dans quel secteur d'activité ils sont. Vous allez récolter des informations démographiques sur eux. Puis vous allez aussi avoir peut-être des interviews, des entretiens avec les ventes et tout ça. Et puis vraiment, vous devez savoir comment ces gens réagissent. C'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leurs enjeux, qu'est-ce qu'ils vivent au jour le jour. Ça, il va falloir il va falloir y penser. Ensuite, je vais continuer avec les priorités. Là, on est vraiment dans le lead generation. Là, il va falloir savoir, en termes de lead generation, où vous avez mal. C'est-à-dire, il va falloir savoir, est-ce que j'ai un problème j'ai pas assez de leads. Donc là, il va falloir que je fasse l'acquisition de leads. Ou alors même, avant ça, j'ai pas assez de monde sur mon site web.
Donc là, il va falloir que j'ai un site web avec du SEO, qui attrape un maximum, qui a un maximum de trafic, et après qu'il convertisse en lead. Ou alors non, là, j'ai une bonne base de données là, mais mon problème en fait, c'est que les leads que j'ai, ils se convertissent jamais en opportunité. Puis les opportunités que j'ai, ben, ils se convertissent rarement en vente. Eh ben, le marketing en fait va pouvoir être efficace à chacune de ces étapes. Donc là, je continue. Maintenant, il va falloir définir les objectifs. Et là, quand je parle d'objectifs, je parle d'objectifs chiffrés. Je parle en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire un plan sur l'année et essayer de déterminer combien de leads on pense qu'on va être capable de déterminer, de créer pour l'année. Et essayer d'échelonner ça même par mois. Par exemple, on sait que vous allez avoir un gros salon au mois de mai. Ok, ben à partir de ce moment-là, vous allez peut-être avoir 30 leads par mois, mais à ce moment-là, vous allez peut-être en avoir une centaine de plus. Donc, tout ça, il va falloir le prévoir. Ensuite de ça, il va falloir aussi regarder sur, si vous avez la chance d'avoir un CRM, de regarder c'est quoi votre taux de conversion de lead en opportunité, votre taux de conversion passé d'opportunité à un deal. Ça, il va falloir prendre ça en considération dans vos projections pour 2017. Et puis la raison pour laquelle je pense que c'est vraiment important d'échelonner ça sur l'année, c'est que vous allez pouvoir juger. Ok, là, ce mois-ci, là, je suis bon, là, j'en ai généré pas mal. Ou là, non, là, je suis en retard. Là, je dois générer 500 leads d'ici la fin du mois. Pour l'instant, j'en ai que 200. Donc, ça vous donne des objectifs et ça vous permet aussi de bâtir votre plan d'affaires. Et ça, c'est super important. Parce que votre plan d'affaires, là, pour bâtir vos objectifs, vous allez évidemment en parler aux ventes. Mais pour bâtir votre plan d'affaires, il faut même aller au-delà de ça. Il faut aller au supérieur, à la direction de la société, de votre compagnie, et en fait expliquer quelle va être votre contribution marketing aux ventes qui vont arriver cette année. Et pour y arriver, il va falloir que vous expliquiez, ok, ça me prend un budget AdWords, ça me prend tant de budget en création de contenu, et puis ça me prend évidemment des ressources. Excusez-moi, je reviens en arrière. Et ça me prend des ressources. Là, ce que vous avez là, c'est vraiment la dream team du lead generation. Mais en gros, moi, ce que je vous dirais, ce que ça prend surtout, ça prend des gens avec des profils assez atypiques quand même. Mais vous pouvez trouver tout ça dans une équipe. Ça prend des gens avec des capacités analytiques très, très avancées. Quand vous avez notamment un système d'automatisation marketing, ça prend quelqu'un d'un peu geek qui aime utiliser des systèmes robustes. Ça prend aussi quelqu'un qui va être capable de segmenter votre base de données de façon très fine. Et ça c'est vraiment ça demande beaucoup de compétences d'analyse. Mais malgré tout, ce que ça prend, comme je vous le disais pour les personas, ça prend de l'empathie. Ça prend des gens qui communiquent bien. Ça prend des gens qui sont capables d'écrire et eux aussi des gens qui ont des notions de design, parce que l'esthétique et le côté visuel des choses, ça aide beaucoup pour en fait être plus performant. Je vais vous en parler tout à l'heure. Par exemple, on sait que dans les médias sociaux, quand vous utilisez des posts avec des images, c'est jusqu'à 40 fois plus efficace. Donc voilà. Là, on y est dans le vif du sujet du lead generation. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va baser les différentes stratégies qu'on va mettre en place sur le cycle d'achat du client. Ce que vous pouvez voir là, ici, vous voyez certainement de 1 à 4, ça vous dit peut-être de quoi? C'est en fait AIDA, tout simplement. Donc, reconnaissance, intérêt, évaluation, décision, action. Puis moi, j'ai rajouté deux autres choses, la fidélisation du client et le fait qu'on va encourager nos clients à devenir des porte-parole. Donc, en fonction de ça, nous, on va mettre en place des stratégies d'acquisition, d'éducation du client, c'est ce qu'on appelle le lead nurturing, de conversion de ces leads en opportunités, très crucial parce que c'est à ce moment-là qu'on va avoir la collaboration. C'est à ce moment-là que la collaboration entre les ventes et le marketing est la plus cruciale. Mais elle continue même au-delà du lead
quand on a une opportunité, même si c'est les ventes qui tiennent les rênes, mais on aura aussi des choses à faire en tant que marketeur et même pour inciter les clients à revenir vers nous et pour qu'ils deviennent nos ambassadeurs. Donc voilà, on va commencer par l'acquisition du lead. L'acquisition du lead, vous en avez déjà certainement entendu parler, il y a deux grandes stratégies. Il y a beaucoup d'évangélisateurs qui vous disent le outbound marketing, c'est-à-dire aller pousser le message vers vos prospects, ça c'est mort, c'est fini, maintenant c'est les inbound marketing. Moi, personnellement, je crois que les deux coexistent et vous allez voir, il y a des ponts entre les deux. Puis je vais essayer de vous le démontrer. Donc, je vais commencer avec le inbound marketing. Le inbound marketing, c'est comme l'aimant vous montre ici, c'est qu'on va essayer d'attirer des clients vers nous. Est-ce que ça prend? Pour faire ça, ça prend du contenu. Le contenu marketing, de toute façon, là, même dans le outbound marketing, je veux dire, dans tout ce que vous faites, ça, c'est pertinent. Vous allez pouvoir le recycler, l'utiliser, je vais vous en parler. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il faut que votre contenu il soit vraiment adapté aux besoins de vos prospects. C'est pour ça que les personas, c'est super important. Quand on fait du contenu, il y a aussi du contenu qui est adapté au cycle d'achat du client. Quand vous commencez à faire de l'acquisition, là, quand on est dans une stratégie d'acquisition, en général, on fait des choses assez haut niveau. Comme moi, aujourd'hui, je suis dans l'acquisition, je parlais de lead generation. Mais après, pour faire de lead generation, ce que ça prend un outil d'automatisation marketing, par exemple. Donc après, je pourrais avoir un deuxième volet de ce contenu avec en commençant à parler un petit peu plus de solutions. Ce qu'il faut pas oublier de faire aussi, c'est que vous pouvez recycler le contenu. Et puis oui, ça prend du temps, mais c'est gagnant parce qu'en fait, vous pouvez découper ce contenu en morceaux. Justement, quand vous commencez par un gros livre blanc, un white paper, quelque chose qui est vraiment bien complet, après, vous pouvez le disséquer en différents morceaux et vous pouvez en avoir, par exemple, dans un white paper, ça peut vous faire 2 webinars, quelques livres électroniques et ça vous fait une multitude de blog posts. Là, dans cette partie, j'ai oublié de vous dire, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours vous parler d'objectifs, à quoi ça sert. Je vais vous donner quelques trucs et astuces, et puis après, je vais vous parler de mesures. En termes de mesures, là, ce qu'il va falloir regarder, c'est regarder si votre contenu il est pertinent. Je veux dire, est-ce que votre contenu, il récolte des leads, le nombre de partages, le nombre de personnes qui l'ont téléchargé, mais aussi regarder, et ça m'est arrivé déjà, que les leads que vous collectez sont pas forcément ceux que vous attendiez. Donc là, après, il y aura une correction à faire si c'est le cas. Alors ensuite, on continue cette fois avec l'optimisation de votre site web. Là, ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on revient à la définition. Un lead, c'est quelqu'un qui a de l'intérêt pour votre compagnie, mais c'est quelqu'un pour qui vous avez les informations. Donc, ce qu'il faut, c'est convertir votre trafic en quelqu'un que vous pouvez identifier, en lead, en l'occurrence. Et ce que vous faites, c'est qu'il faut disséminer sur votre site un maximum de ce qu'on appelle des click to action, des CTA, c'est des points en fait où ils vont être envoyés vers des pages de conversion. Alors, vous pouvez en avoir de multiples sortes. Là, si on prend par exemple chez Salesforce, vous avez un request démo, ça peut en être un. Guided tour, ça peut être un différent, ou un contact us. En général, ceux-là, là, quand les contact us, c'est ceux qui sont les plus chauds. En règle générale, ceux-là, moi, en tout cas, dans mon business, je les transfère directement vers les banques, vers les banques. En général, ce que vous voulez, c'est atteindre une conversion, vous allez évaluer la conversion de votre site web en général de l'ordre de 3-4%. Et ensuite, vous allez analyser de façon granulaire d'où vient cette conversion. Quel est le formulaire qui fonctionne le mieux? Et en fonction de ce formulaire-là, est-ce que le trafic était pertinent ou pas? Ensuite, est-ce que ces leads se sont convertis en opportunités ou pas? Donc ça, il va falloir l'analyser. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir une multitude de points de conversion qui soit vraiment très abouti pour quelqu'un qui veut absolument, qui a déjà bien regardé votre site et qui sait qu'il veut faire affaire avec vous, ou quelqu'un qui vient juste d'arriver et qui vient juste regarder, par exemple, un white paper.
Ensuite, le blog. Alors là, je sais que c'est ça aussi, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. C'est très tendance. Moi, ce que je vous dirais au niveau du blog, c'est que je reviendrai à ce que je vous disais tout à l'heure sur le contenu. Ça peut vous aider en fait à disséminer votre message et d'attirer du monde vers votre white paper en ayant un encart comme ça ici, en bas du blog post. Ou si les gens veulent en apprendre plus sur ce que vous venez juste de mettre sur votre blog, ils peuvent aller télécharger le landing page, aller sur la page d'atterrissage et télécharger le white paper. Là, ça va vous permettre en fait de collecter des leads, parce que quand vous utilisez évidemment un blog, vous n'avez pas forcément, les gens ils remplissent pas forcément l'information pour avoir accès à cette information-là. Mais ils en veulent plus, là ils vont télécharger le white paper sur la page d'atterrissage. Et ce qu'il faut faire aussi ici, je vais en revenir, je vais vous parler un petit peu de SEO, de Search Engine Optimization. Il va falloir que tous ces blog posts-là, vous pensiez en termes de mots-clés et que il va falloir aussi truffer ces pages-là de mots-clés qui soient pas forcément super importants en termes de trafic, mais vraiment très pertinents pour votre audience. Et vous allez, si vous bloguez de façon régulière, inonder votre site web avec plein de différents mots-clés, et c'est avec ça que vous allez atteindre ce qu'on appelle la long tail. Ensuite, donc là, les médias sociaux. Évidemment, ça c'est quelque chose de très important. Ce que je vous dirais, il faut être très rigoureux dans la façon dont on communique surtout dans la fréquence dont on communique avec les médias sociaux. Même moi personnellement, je considère que j'en fais pas assez. Il va falloir que j'augmente ma cadence de promotion sur les médias sociaux. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est ce que vous publiez. En règle générale, moi je l'ai lu dans un livre, c'est le concept du 4-1-1. Ce sont 4 postes d'éducation, 1 de curation, c'est-à-dire que vous reprenez moi j'aime bien reprendre par exemple des choses de Salesforce, et 1 de promotion pure. Si vous faites que de la promotion, les gens vont cette année, ils vont peut-être être moins intéressés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les images. Vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez insérer des images, par exemple, si vous cédulez tous vos posts avec Hootsuite ou même des systèmes d'automatisation marketing comme Pardot, vous pouvez insérer des images. Moi, personnellement, en ce moment, j'utilise Canva pour créer des images de médias sociaux. C'est super sympa parce que ça permet de créer une seule image pour son poste, et puis après je dis ok, je veux l'extraire en format LinkedIn ou l'extraire en format Twitter par exemple. Ça s'appelle Canva, C-A-N-V-A. C'est super intéressant et puis c'est pas très cher comme système. Donc voilà, essayez d'être rigoureux, de poster du contenu éducatif qui soit en relation avec notamment tout ce que vous allez poster sur votre blog. Tout ce dont je vous ai parlé là, jusqu'à présent, la conversion de votre site web, votre présence sur les médias sociaux, l'intensité à laquelle vous bloguez, ça va avoir un impact sur votre SEO. Donc c'est vraiment très complémentaire avec tout ça. Oui, les mots-clés, ça a toujours son importance, mais ces derniers temps, les sujets dont je viens de vous parler, ils commencent à prendre de plus en plus d'importance. Et puis, comme je vous l'ai dit là, si vous bloguez, vous allez pouvoir disséminer, vous focaliser non seulement sur les mots-clés les plus importants, mais sur tous les petits qui rapportent pas forcément énormément de trafic, mais additionnés, ils sont super pertinents, ils vont vous ramener énormément de trafic. Donc évidemment, il y a un pont entre tout ce que je viens de vous parler là et le trafic sur les médias sociaux. Pourquoi? Parce que le trafic sur les médias sociaux, vous allez voir, les leads que vous allez créer avec les médias sociaux, le SEO, ce sera les leads les moins chers que vous allez pouvoir créer. En règle générale, la personne qui est la première pour un mot-clé donné sur Google ramasse 39% du trafic. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un gros enjeu à se positionner à cet endroit-là parce que évidemment ça vous coûte pas grand-chose. Par contre, il y a une petite blague que j'aime bien faire toujours sur la différence entre ce que vous avez ici là, le référencement payant et le référencement organique. C'est qu'en fait le référencement organique,
c'est aller au gym et le référencement payant, c'est la chirurgie plastique. Ce qui veut dire que vous payez, mais vous avez un résultat rapidement. Et ça, ça a son intérêt, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc voilà, on a fini pour les grandes parties du marketing inbound. Maintenant, je vais rentrer dans le marketing outbound. Puis comme je l'ai dit, personnellement, moi, je le dénigre pas. Au contraire, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Alors là, en termes de référencement payant, ce que je peux vous dire déjà, ce qui est intéressant, c'est que oui, on pense Google AdWords, c'est très bien, très intéressant. C'est eux qui se taillent la part du lion dans ce marché-là. Mais quand on était au sommet B2B des affaires, c'était super intéressant. Il y avait quelqu'un qui était là de chez Facebook et qui nous parlait que Facebook, les publicités sur Facebook, ben, ça valait aussi le coup pour faire de la publicité, même dans un contexte B2B. Et c'est vrai que moi, personnellement, je commence à l'utiliser et l'interface est vraiment très sympa et la segmentation l'est aussi. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à regarder de ce côté-là. Cependant, d'un point de vue génération de leads, ce que ça veut dire quand on utilise ça, moi, je vous le conseille quand vous regardez votre base de données et si vous regardez, par exemple, dans un secteur d'activité nouveau, dans une zone géographique nouvelle, vous n'avez pas de lead, vous n'avez rien du tout. Il faut bien commencer quelque part, il faut que vous collectiez des leads. Et si vous voulez éviter le piège des achats de leads qui est très onéreux et qui n'a pas forcément toujours énormément de succès, bah, vous pouvez être très segmenté et faire l'acquisition de leads de façon rapide avec ces outils-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Mais quand vous faites vos campagnes, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un système qui vous permette de créer des landing pages. Pourquoi? Parce que quand vous faites du référencement payant, c'est pas forcément la meilleure pratique d'envoyer ça directement vers votre site web. Les gens, ils se perdent. C'est des gens qui viennent. C'est pas du tout le même type de personnes. Ces gens-là, parce que là, vous les court-circuiter dans leur recherche. Donc, ils n'ont pas autant d'attention à vous donner que quelqu'un qui vient sur votre site web de façon naturelle. Donc, s'ils viennent sur votre site web, là, ils sont en train de chercher autre chose et ils sont peut-être pas là. Ils vont peut-être pas regarder tout ce que vous avez à offrir sur votre site web. Donc, le mieux, c'est de leur offrir quelque chose qui soit directement en relation avec ce que avec ce que eux ils recherchent. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille, quand vous faites des publicités sur AdWords, par exemple, vos mots-clés que vous utilisez dans votre campagne, il faut évidemment qu'ils se retrouvent dans votre publicité et même qu'ils doivent ensuite se retrouver dans votre page d'atterrissage. Et tout ça, là, ça doit être analysé au fil de la campagne. Et si ça fonctionne pas, il va falloir le changer. Vous pouvez avoir une campagne qui marche très bien, puis après, ça arrive sur le site web. OK, là, ça fonctionne pas. Il y a ce que vous offrez, par exemple, vous offrez aux gens d'aller à un événement. Ah, ok, ils sont pas là, ils veulent pas se déplacer. Mais par contre, si vous offrez un contenu à télécharger, là, ça fonctionne. Ou mon audience, elle préfère une vidéo plutôt qu'un contenu écrit. Donc ça, il va falloir jauger, il va falloir analyser. Puis évidemment, là, quand vous avez un système d'automatisation marketing, là, un système comme ça vous permet de créer des pages d'atterrissage super rapidement, sans code, et vous pouvez les modifier pendant que la campagne avance. Donc, ce que je vous dirais là-dessus, les meilleures pratiques des pages d'atterrissage, premièrement, le formulaire, c'est super important. Essayez pas d'en mettre de trop. 4-5 champs en règle générale, d'après une étude que j'ai lue hier, en général, c'est 4-5 champs que les marketeurs préfèrent. Quand vous avez la chance d'avoir un système d'automatisation marketing, c'est vraiment génial, c'est une fonctionnalité que j'adore. Si une personne revient une deuxième fois sur une page d'atterrissage, si vous lui avez déjà demandé son industrie, par exemple, là, le système va demander autre chose, va demander quelque chose qu'il n'a pas sur ce prospect et va par exemple demander son poste. Donc ça vous permet au fil du temps, au fil de votre campagne, de vos interactions avec les gens, de récolter de plus en plus d'informations sur les mêmes personnes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est être super visuel et et que les gens ils comprennent rapidement de quoi il s'agit et qu'est-ce que ça va leur prendre pour avoir cette information-là. Donc là ensuite,
Une autre chose qui est super, qui peut être super intéressante, c'est les événements. Nous, on en fait beaucoup et franchement, ça fonctionne très très bien. Ce qu'il faut, c'est offrir du contenu qui soit vraiment pertinent. Ça fait vraiment la différence. Puis pas revenir dans les travers de la promotion. C'est du contenu qui peut vraiment intéresser les gens. Et là, vous pouvez utiliser toute la panel de tactiques que je viens de vous les énoncer juste avant, c'est-à-dire les médias sociaux, les blog posts. Je vais vous parler de courriel un petit peu plus tard, et évidemment même les publicités ciblées. Là, je vous montre par exemple avec notre système d'automatisation marketing de Pardot, on est capable de savoir pour un événement donné d'où venaient les leads. Donc là, vous voyez chez nous, il y a en règle générale, moi c'est toujours la part du lion, je me la crée avec mes courriels personnalisés. Après, il y a d'autres courriels qui sont envoyés par les partenaires, ça me rapporte toujours pas mal de monde. Mais vous voyez, il y a quand même tout un quart de mon trafic qui vient de plus petites initiatives, médias sociaux, les Google AdWords et d'autres choses. Donc, même si c'est pas énorme, pris un par un, l'accumulation de toutes ces tactiques, ça peut vous ramener un quart de plus de prospects à votre événement. Voilà, donc là on y est, on est dans l'acquisition, on vient d'avoir fait l'acquisition du lead, on avait quelqu'un d'anonyme, on va maintenant passer à quelqu'un qui a laissé de l'information et dont on est capable d'identifier. Et ça, c'est super important parce que je pense que vous avez vu dans les différents blog posts que j'ai mis sur LinkedIn avant pour promouvoir cet événement, il y a presque 80% des leads en général qui ne se concluent jamais en vente. La raison pour laquelle j'ai mis cette statistique qui est pas forcément très reluisante, c'est parce que ce qui est très important, c'est le lead nurturing, c'est éduquer vos prospects. Il y a beaucoup de compagnies qui mettent beaucoup l'emphase sur l'acquisition puis qui les passent directement aux ventes. Moi, personnellement, par expérience, je sais qu'il faut prendre un peu plus de temps, envoyer de l'information pertinente, regarder ce qui se passe et ensuite l'envoyer vers les ventes. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, la façon de le faire, numéro 1 pour faire du lead nurturing, c'est par courriel. Et quand vous avez la chance, encore une fois, d'avoir un système d'automatisation marketing, ça vous permet deux choses. Ça vous permet d'envoyer des courriels automatisés dès que le client il en a vraiment besoin, à des moments qui sont vraiment cruciaux pour vous et pour le client. Et ça permet vraiment de personnaliser l'information. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses qui doivent être personnalisées. Ça vous permet de segmenter aussi de façon très, très fine. Segmenter en fonction du profil de la personne, mais aussi de ce sur quoi il a cliqué, de ce que vous décelez comme intérêt de la part du client. Donc ça vous permet de gagner beaucoup de temps là-dessus. Et ça vous permet d'avoir par exemple, un sujet qui soit personnalisé et aussi un expéditeur qui soit personnalisé. En général, l'expéditeur, il faut ça soit une personne. Ça fonctionne mieux quand c'est une personne. Et en général, c'est vraiment en regardant le sujet et l'expéditeur que la personne se décide à ouvrir le courriel ou pas. Même à l'intérieur du courriel, c'est bien d'offrir de la personnalisation. N'essayez pas trop de mettre des images. Parfois, il y a encore beaucoup de monde qui est sur Outlook et les images ne s'ouvrent pas, se téléchargent pas forcément sur Outlook. Il faut toujours penser à avoir un texte alternatif aux images. Et faire des tests AB, c'est évidemment super important. Tester, voir sur mobile. Oui, ça aussi, j'ai failli oublier de vous le dire. Maintenant, je pense qu'il y a presque 50% des courriels qui sont ouverts sur mobile. Et surtout dans un contexte B2B. Donc, testez vos courriels sur mobile. Il ne faut pas que ça soit trop petit. Il faut que ça se lise correctement. Il faut que le contenu soit bien adapté. Parce qu'on peut avoir beaucoup de conversions qui peuvent se passer sur mobile. Puis évidemment, vous allez devoir avoir tous les mentions. Quand vous utilisez MailChimp ou des systèmes d'automatisation marketing, il vous faut les mentions des inscriptions. Alors évidemment, on va parler de la loi anti-spam du Canada, qui est assez stricte et où on se doit de la respecter en tant que marketeur. Mais il y a certaines choses qui sont intéressantes à prendre
en considération. La première chose, c'est qu'il y a deux types de consentement. Consentement tacite et consentement explicite. Le consentement explicite, c'est le plus qui offre le plus d'avantages pour vous, marketeurs. Parce qu'il n'y a pas de limite de temps et ça vous donne le droit d'envoyer des courriels à cette personne. Mais il faut que cette personne exprime clairement le besoin notamment en cliquant sur un formulaire que vous avez ici. Et il faut que dans votre formulaire, que ce soit bien clair ce pourquoi le client va s'inscrire. Alors ensuite, dans les différents types de consentement, je reviens sur le consentement tacite. Là, il y a une limite de temps. Une limite de temps. Si c'est un client existant qui a acheté il y a moins de 2 ans, ça fonctionne. Vous avez 2 ans pour communiquer avec lui par courriel. Et si c'est quelqu'un qui remplit un formulaire ou qui vous donne une carte d'affaires, là, c'est plus court, c'est 6 mois. Et pendant ces périodes de temps-là, 6 mois ou 24 mois, votre stratégie à vous, marketeurs, c'est d'essayer de convertir ces consentements tacites en consentements explicites. Et ça, là, franchement, je reviens encore sur le sujet, mais c'est sûr que ça vous prend des outils bien expérimentés, bien avec des règles d'automatisation pour gérer ça Enfin, ça dépend, mais disons que si vous avez un nombre de leads assez important, c'est sûr qu'un système d'automatisation, ça vous aide pas mal dans ces cas. Voilà. Alors, on est toujours dans le lead nurturing. Et là, je vous le disais, il va falloir les évaluer. Évaluer l'intérêt que porte le prospect pour votre marketing, pour votre entreprise, et l'intérêt que vous portez aussi pour le prospect. Et ça, quand vous avez un logiciel comme Pardot, ce que vous faites en fait du scoring, c'est-à-dire que à chaque fois que la personne va télécharger quelque chose, participer à un webinaire, participer à un event, la personne va avoir un score et ça va évoluer dans le temps. Puis c'est vous qui décidez. Un événement, c'est 100 points. Un webinaire, c'est 50 points. Et ça va évoluer dans le temps. Et il y a un deuxième axe, c'est le profil de la personne. Et ça, c'est vraiment en fonction de votre industrie. Nous, dans notre industrie, on veut parler par exemple que aux marketeurs. Et puis, on veut pas parler au marketing coordinateur, on veut parler que au CMO. OK, parfait. Dans ce cas-là, vous mettez un score spécifique pour ces gens-là. Et en fonction de ces deux axes, en fonction du score et du profil, quand vos prospects ont atteint une limite de score et de profil, c'est à ce moment-là que vous allez transférer votre lead aux ventes et que ça va devenir un MQL, Marketing Qualified Leads. Donc ça y est, on y est là maintenant. Là, on est dans un moment super crucial. On est même plus on est à la frontière du lead. Je regarde juste j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient posées. Attendez, je vais juste expliquer. Ok, je comprends pas trop votre question. Ça, c'est Mathieu qui vient de le poser. On pourra s'en parler si tu veux après, Mathieu. Je comprends pas trop ton contexte de la question. Mais on y reviendra juste après. On communiquera ensemble si tu veux juste après. Merci pour ton commentaire par contre. Donc là, je voulais juste, donc je reviens juste sur ce moment super important où on va convertir des leads en opportunités. En fait, pas vraiment, on n'est pas tout à fait là. On va sortir des leads du système d'automatisation marketing, c'est des MQL, et on va les transférer aux ventes. Et c'est aux ventes de déterminer ou pas s'ils sont acceptables et s'ils peuvent travailler avec. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un processus bien déterminé. Et ça, nous, InCloud, nous, on fait pas que de la technologie. La technologie, ça doit suivre, ça doit s'adapter au processus. Et d'abord, ce qu'on doit faire, c'est de déterminer un processus qui fonctionne pour vous. Et ça, c'est un processus de qualification de leads qui est assez standard, mais il faudra un petit peu l'adapter aux différentes situations des entreprises, mais ça répond à pas mal de problèmes que les entreprises ont. Donc, vous avez un lead qui est qualifié par le marketing. Ensuite, il est envoyé aux ventes. Les ventes, ou le développement d'affaires, ils ont 3-4 jours pour répondre là-dessus. Pour dire, OK, je vais vérifier sur LinkedIn, cette personne, elle fait du sens, je vais essayer de le contacter. Là, ça va devenir un sales accepted lead. Ou non, non, tu t'es trompé, là, c'était un étudiant, en fait, là. Il avait rentré des fausses informations, c'est pas ça, là. Donc, ça, ce lead-là, on va l'écarter. Ça va revenir au marketing. Je vais en revenir plus tard. Les ventes acceptent le lead.
téléphone, passe un petit coup de téléphone ou passe un petit coup de téléphone au prospect, c'est intéressant, il y a un bon fit, on veut aller de l'avant, le client veut une démo. OK, dans ce cas-là, le vendeur décide de passer plus de temps sur le excusez-moi, oula. Là, j'en reviens en arrière. Non, je m'excuse. Voilà, ok, je m'excuse. Donc en fait, le vendeur décide de passer plus de temps sur ce lead-là et va le transformer en opportunité. À ce moment-là, ça devient un Sales Qualified Lead. Ce que je tiens à vous dire, c'est que à ce moment-là, c'est un moment super crucial et il faut que vous ayez des normes, des critères de conversion qui soient super spécifiques. Et un des critères que nous, on a bien utilisé, c'est le bound. C'est-à-dire, est-ce que mon lead, il a un budget? Est-ce qu'il a l'autorité de prendre la décision? Est-ce qu'il a réellement un besoin? Est-ce qu'il va acheter dans les prochains mois? C'est ça que vous devez définir. Si ça ne fonctionne pas, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez renvoyer ce lead au marketing. Et là, quand vous avez, par exemple, Pardot ou Salesforce ensemble, à partir de votre CRM, rien qu'en changeant le statut du lead, si par exemple on se rend compte que le lead, il a besoin encore d'un peu plus de nurturing, il n'est pas prêt à acheter maintenant, en changeant le statut, ça va automatiquement rentrer dans une campagne pour continuer à nurturing. Mais ça vous permet aussi, quand vous avez une équipe de développement d'affaires comme ça vous permet d'en apprendre plus aussi de poser des questions aussi, même si le lead il n'est pas prêt. Et cette information-là, elle va être synchronisée avec votre CRM, synchronisée avec votre système d'automatisation marketing, et ça va rendre vos futures campagnes de marketing, de nurturing, encore plus intéressantes. Ce que je vous disais tout à l'heure, le contenu marketing, c'est pas seulement que c'est pas uniquement pour faire l'acquisition de leads. Ça sert aussi quand vous avez une équipe de développement d'affaires, des gens qui doivent en fait prendre les leads et les convertir en opportunités. Moi, ce que je pense, c'est que on doit toujours laisser une image positive derrière nous quand on passe un coup de téléphone. Oui, il faut être jovial, il faut être sympathique, il faut avoir une bonne analyse des besoins du client, mais on peut aussi laisser du contenu qui soit… Là, on a commencé à en apprendre un peu plus sur le client. Ah ouais, c'était ça votre besoin. Ah très bien, écoutez, ça me fait penser, j'ai un white paper là-dessus, je vous l'envoie tout de suite. Je vous remercie. Et puis, on envoie le courriel, un courriel qui peut être, par exemple, préformaté par le marketing et que les vendeurs envoient et ça envoie directement vers une landing page où la personne peut télécharger, puis on peut voir si ça interagit ou pas, et puis ça fait augmenter le score et on en apprend toujours plus sur la personne. Voilà. Donc là, maintenant, le lead est converti en opportunité. Et moi, ma philosophie, c'est que ça s'arrête pas là. En marketing, moi, personnellement, je pense que même à ce moment-là, il y a des choses que nous encore, on peut apporter, marketeurs, aux ventes à ces moments-là. Et je pense que même quand on a des systèmes d'automatisation marketing, ça vous aide pas mal. Parce que quand vous avez une opportunité, vous avez, par exemple, ces différents stades-là. Et quand une opportunité passe d'un stade à un autre, et même quand on a identifié, par exemple, on vend une solution qui peut être pour les ventes et pour le marketing, puis on a identifié des parties prenantes qui sont vente et marketing, ok, quand on est en négociation et puis qu'on commence à en avoir ou par exemple plutôt quand on est dans le cadrage, quand on vient de faire la démo, vous venez de faire la démo, mais bon, évidemment, il y a peut-être certains sujets dont vous n'avez pas abordé, vous n'aviez pas eu le temps. Vous pouvez envoyer de façon automatique des informations complémentaires à vos vendeurs, à vos prospects qui viennent compléter en fait la démo. Et ce qu'il faut faire aussi, et ce que les systèmes d'automatisation au marketing permettent, c'est que si vous faites par exemple une promotion spéciale, n'allez pas l'envoyer aussi à des gens pour lesquels vous êtes en négociation, par exemple. Ça pourrait peut-être court-circuiter la négociation. Et ça, quand vous avez des outils comme Pardot, ça, il y a des règles toutes simples qui viennent en fait vous faire en sorte que ce genre d'erreur ne puisse pas arriver. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est super important. Là, on passe énormément de temps à acquérir des leads, mais on passe certainement pas assez à s'occuper des clients existants.
Et une des façons assez simples de le faire, c'est d'envoyer un email un courriel de bienvenue, comme le premier courriel que le client peut recevoir. Et je pense que c'est d'autant plus pertinent quand on a un modèle d'affaires qui est de contrat, par exemple. Je pense au telco, par exemple, et pour vous montrer, par exemple, OK, vous venez de faire l'acquisition d'un certain type de service. Regardez tout ce que vous pouvez faire avec votre service pour vraiment que le client comprenne bien toute la valeur du service auquel il a souscrit. Et puis même, montrer les autres choses aussi qui pourraient, s'il en met peut-être un petit peu plus sur la table, il pourra en avoir plus. Ça vous permet un peu de faire des upsells. Et ça, là, c'est vraiment des choses qui peuvent être automatisées. Puis essayer d'humaniser tout ça aussi avec des vidéos, par exemple, ça pourrait être quelque chose d'efficace. Puis évidemment, des tactiques d'infolettre pour vraiment rester, comme on dit en anglais, la top of mind, vraiment rester dans la tête du client. Ça peut être des choses importantes, même avec les clients existants. Ça, par exemple, ça c'est des choses qu'on a fait pour des clients à nous. On l'a fait avec les systèmes de pardot. On avait un beau contrôle du CRM du client. On a par exemple un client, il a un client industriel, il a des règles d'association de produits qui sont super connues. Il n'y avait pas besoin de créer un super algorithme super compliqué à la Amazon. On sait que quand un client achète un produit A, il achète un produit B aussi dans les 6 mois. C'est comme ça. Ça, là, c'est le genre de choses qui peuvent être automatisées. Donc, je vous parlais d'un courriel de bienvenue, mais ça peut être automatisé aussi avec vos clients existants. Je reviens aussi sur les gens qui ont un modèle d'affaires avec des contrats à renouveler. Évidemment, il y a un courriel à envoyer 1 ou 2 mois avant l'échéance du contrat pour dire regardez, votre contrat vient à échéance dans quelques mois, on a une super promotion et vous vous intéressez. Et ça, c'est des choses en tant que marketeur, ça s'automatise super bien, ça prend pas énormément de temps, ça prend juste un courriel. Évidemment, en amont, il faut préparer la donnée et tout, mais après, vous êtes vraiment super agile. Et il faut peut-être un petit peu dater le courriel, mais ça vous permet vraiment d'être agile et ça a énormément d'impact. Parce que c'est vraiment sur les clients existants qu'on peut certainement encore avoir beaucoup d'impact. Alors, il y a aussi une autre chose dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, l'alignement vente et marketing, super important. L'alignement aussi, si vous avez la chance d'avoir une équipe de développement d'affaires, c'est bien. J'en ai parlé, c'est important de leur donner du contenu aussi. Vous pouvez le faire aussi avec les gens du service à la clientèle. Vous pouvez leur partager certains types de contenu marketing, surtout si vous faites du contenu d'éducation. Ça peut aussi être bénéfique pour votre personne de service à la clientèle. D'autant que quand on a réussi à résoudre le problème d'un client, en règle générale, ce client, c'est quelque chose de très critique, mais vous pouvez aussi en fait convertir ce client qui était à risque en un client satisfait. Et si vous avez accès, par exemple, à tous les clients qui ont eu des cas de service à la clientèle avec vous, ça, vous pouvez considérer que c'est des clients à risque et vous pouvez leur envoyer des courriels très personnalisés, justement pour veiller à ce qu'ils ne partent pas à la concurrence. Une autre chose que je voulais partager avec vous, c'est inciter vos clients à devenir porte-parole. Moi, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est le fait que le contenu, ça commence à devenir quand même créer du contenu, marketing. Même si vous faites du contenu d'éducation, c'est quand même quelque chose qui commence à être assez répandu. Et je pense une bonne façon de se différencier et d'avoir un réel impact, c'est faire du contenu qui utilise en fait des clients. Des cas concrets, parce que c'est le concret qui va intéresser, et puis le fait que quand vous avez une grosse marque qui vient adouber le fait que vous lui avez apporté des solutions, en plus de ça, ça vous apporte de la crédibilité. Mais les gens, ils aiment bien aussi essayer peut-être comment dire, être
se projeter dans un client qui va reconnaître de la même industrie. Donc ça pourrait vraiment être quelque chose qui a vraiment beaucoup d'impact. Et je vous conseille vraiment d'inciter vos clients à participer à la création de white paper, parce que ce sera vraiment ceux-là qui auront le plus d'impact auprès de vos clients. Voilà. Bah, écoutez, je suis assez content parce que je pense que je suis 3 minutes en retard. Je vais regarder. Je sais que j'ai des personnes qui m'ont envoyé des chats, mais je pense qu'il y a juste une question de Mathieu que je reviendrai tout à l'heure. Je pense qu'il y a peut-être une personne qui a eu des problèmes d'internet de connexion, mais je pense que la plupart des personnes c'était correct. Donc ben voilà, je vous remercie. Écoutez, j'ai pratiquement terminé. J'ai une slide à vous. Attendez, j'ai une autre question. Oui, alors merci de la question. Concernant l'enregistrement, effectivement, vous allez avoir accès à l'enregistrement. Là, tout est déjà planifié. J'ai des courriels automatisés qui vont partir. Je pense que vous allez les recevoir demain. Vous allez avoir le contenu de la présentation et le contenu vidéo. La vidéo, elle est enregistrée. Je suis en train d'enregistrer en même temps que je vous parle et vous allez la voir. Voilà. Donc, pour terminer, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut garder en tête quand on parle de lead generation. Un, c'est l'équipe. L'équipe multidisciplinaire. Des gens créatifs, des gens avec une bonne analyse, des bonnes compétences d'analyse. Parce que vous allez le voir, puis je vous incite vraiment à revoir encore ma présentation parce qu'il y a pas mal sur les mesures, il y a pas mal de détails à analyser, les ouvertures de courriel, le taux de clic. Il y a énormément de données à analyser et c'est sûr que ça prend des gens avec des qualités analytiques avancées pour permettre d'avoir du succès. Mettre en place une stratégie, revenir sur tout ce que tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, avoir le buy-in de ses supérieurs, bien collaborer avec son équipe de vente, c'est crucial. Après, je vous dirais aussi une autre chose qui vont permettre d'avoir encore plus de succès, c'est les outils. Ça dépend. Moi personnellement, j'ai dans ma carrière travaillé sans automatisation marketing. On peut y arriver, ça dépend des industries, ça dépend du nombre de leads que vous avez. Mais dès que vous commencez à monter en échelle, ça commence à être plus difficile. Ce que ça va vous apporter l'automatisation marketing, c'est plus de personnalisation, plus granulaire dans la segmentation et aussi de vous faire gagner du temps à vous, marketeurs. Parce que depuis que j'utilise Pardot, je n'ouvre pratiquement plus Excel. J'étais très content la dernière fois, je savais même plus comment faire un VLOOKUP. Alors que je passais ma vie dessus avant quand j'en avais pas. On parle, et là, on parle entre marketeurs, on parle entre marketeurs. On dit souvent des ventes, oh ouais, les vendeurs, il faut qu'ils passent leur temps au téléphone. Moi, ma philosophie, c'est que les marketeurs, il faut qu'ils passent du temps à analyser des courriels, à analyser des landing pages, à créer, à lancer des campagnes, à tweaker les landing pages quand c'est nécessaire. C'est ça qu'on doit faire et pas analyser et pas faire de l'import de systèmes, de transférer des leads, regarder s'il a cliqué, il n'a pas cliqué. Il y a des systèmes qui peuvent faire ça et je pense que ça pourrait vous faire gagner pas mal de temps. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je pense que ça conclut ma session. Je vous remercie beaucoup. J'ai vraiment apprécié parce que j'ai l'impression que j'ai gardé mon audience pratiquement tout au long de ce webinaire-là. Donc, j'espère que c'était très intéressant pour vous. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de présenter tout ça pour vous. Et n'hésitez pas à m'envoyer des courriels, des commentaires et à nous contacter. On sera très content de vous répondre. Voilà, bah écoutez, merci encore et à bientôt à nos événements. Au revoir.